Hexagone Actualité. Bonjour, nous sommes aujourd'hui aux obsèques de Jacques Martial, le grand comédien, homme politique français qui a eu son heure de gloire. C'est un grand homme, tout le monde parle d'un géant, d'un homme sérieux, d'un homme aussi discret mais aussi travailleur. Il a eu autour de sa famille, sa sœur Josette et Josiane et ses cousines et son mari Tim, beaucoup d'artistes, des professionnels, des hommes d'association, des hommes politiques, des gens de la mairie de Paris qui sont venus lui rendre ce dernier hommage au Père Lachaise avant de partir pour l'au-delà. Jacques est un grand homme, Jacques est un homme aussi de combat, d'engagement. Et aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui avec toutes ces personnalités qui l'ont accompagné pour ce dernier voyage. Pour lui dire un grand au revoir, malgré la tristesse, malgré les larmes, ils ont témoigné de leur grande amitié pour cet homme, Jacques Martial. Tim Grassen, vous avez connu, ça fait 34 ans d'amour, 34 ans de partage, 34 ans de combat. Vous parlez aussi de cette discrimination qui existe, que vous l'avez encouragé à ce combat. Qu'est-ce qui était cet homme pour vous? Ce qui était cet homme pour moi, c'était en premier lieu la tendresse. C'était en premier lieu une personne sur qui je pouvais absolument compter à tout instant, qui était là. Et on avait le plus grand plaisir dans les choses, les plus petites choses de la vie ordinaire. Comme je disais, aller promener le chien, aller faire la cuisine, faire la sieste, ranger les choses, regarder, inviter les voisins, inviter les neveux et les nièces, etc. C'était vraiment juste une vie comme ça. Et en plus de ça, il y avait toute sa vie professionnelle de comédien et d'acteur, etc. Donc constamment d'aider à organiser les choses, à faire des tournées et tout ça. C'était juste une vie merveilleuse. On était si proches à tout instant. C'était juste un contexte merveilleux. Et aussi, bien évidemment, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Disons, je savais que le racisme existait. Mais le nombre de fois que moi, je me suis trouvé dans des situations où moi, le blanc, je passais tout seul, alors qu'à côté de moi, par exemple, le monsieur inconnu, mais qui était quand même président de la Villette ou quelque chose comme ça, on lui demandait d'enlever sa veste, de sortir de vider ses poches, ce genre de trucs, pour entrer dans les lieux officiels en France, à Paris. Bon, c'était le siècle dernier, mais la colère que j'avais et les explosions que je faisais dans des lieux publics face à ce genre de choses, maintenant ça n'arrive plus, heureusement. Mais c'est ça que j'ai appris aussi avec Jacques, avec la personne le plus proche que tu as, qui vit ces choses ordinaires du racisme. En plus du fait de notre sexualité différente, le fait qu'on est deux hommes qui vivent ensemble, ça, on avait l'habitude de vivre cette discrimination-là. Maintenant, tout va mieux, mais Jaco est parti et c'est tellement triste. Quels sont les souvenirs que vous gardez? Vous avez fêté les 100 ans ensemble, 100 ans sans invité dans votre jardin. Ah bah ça c'était les moments magiques, tout bête, on s'est dit mais il serait temps de faire une fête, c'est le printemps qui arrive, etc. Et moi j'avais plus que 50 ans, 50 et demi, et lui il n'avait que 49 et demi. C'était un petit jeune, mais 49 et demi et 50 et demi, ça fait 100. Et donc on a décidé de le fêter. Et 100 voisins, 100 copains sont venus et débordés. Évidemment, on a un tout petit jardin, débordé dans la rue, débordé partout. Et d'autres voisins sont arrivés et c'était juste la fête toute l'année. Comment vous avez vécu pendant cette maladie, cette période, cette difficile? J'ai vécu tout instant. J'étais là, ça faisait 5 mois qu'il avait opération après opération, hospitalisé à la maison ou dans l'hôpital. La dernière semaine, je dormais à l'hôpital dans la chambre toutes les nuits. Et il était bien accompagné à l'hôpital, mais c'était quand même, c'est des moments parmi les plus durs de la vie. Et quand vous réveillez, que les infirmiers passent tous les 3 heures pour faire quelque chose, et quand vous réveillez à 3 heures du matin, mercredi dernier, pour dire attention, on pense que votre mère est décédée.
votre mari est décédé. Donc c'est juste des moments parmi les plus difficiles de la vie. Il faut que je me remette, mais c'est toujours là. C'était une grande détresse. Ça l'est toujours. C'est une grande détresse, évidemment. Ça l'est toujours. C'est une partie de ma vie qui tout d'un coup n'est plus là. Qui n'est plus là. Il est là dans mon esprit, dans tout ce que je fais. Mais que la personne ne soit pas là, c'est juste terrible. Vous souhaitez mon courage. Aussi. Alors, parlez-nous un petit peu de votre frère, de cette vie, de cette disparition. C'est comme un éclair dans le ciel bleu. C'est vraiment très soudain, très violent, très dur, comme la vie, comme les cyclones, comme le soleil, comme tout ce qui est nous-mêmes. Nous sommes habitués et c'est pourtant si difficile. Difficile en ce qui me concerne, d'essayer d'éviter trop de tristesse pour le laisser léger. Je ne sais pas si j'exprime bien ce que je veux dire, c'est-à-dire j'essaie de ressentir de la douceur, de l'affection, des sentiments qu'il pourrait peut-être percevoir. J'espère qu'il est bien. Ce passage de l'autre côté du soleil m'a toujours émerveillée et terrifiée, et c'est ce qui se passe encore une fois aujourd'hui pour nous, et je pense à mon frère, tout simplement. Il n'y a que de l'amour qui reste, de la tendresse, de la dédition aussi, de continuer, Quimbé, vraiment avancer. Je pense à mes parents, et puis heureusement il y a les enfants qui sont là. C'est le mystère de la vie, c'est vraiment ça se repose à chaque fois. Et puis à l'amitié, ces gens que nous ne connaissions pas et qui ont tant d'amour pour la famille, et ce partage, cette humanité, non, je parlais de beauté tout à l'heure, mais ça, c'est cette... Les gens sont par principe des bonnes personnes, des belles personnes. Il y a qui veut être méchant, mais c'est sans doute parce qu'il souffre et qu'il ne sait pas comment faire. Mais voilà, c'est un sentiment profond d'amour et d'affection pour tout le monde, pour nous toutes qu'il a. Et pour tous ceux qui sont passés avant nous et pour ceux qui viendront. On a vu ce geste à la fin, ce geste, le main droite levée, c'est plutôt revoir, très touchant, très léger. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il fait à la fin du cahier. Quand il parle, il dit monte, monte, monte. Ça m'avait tellement marqué, je trouve ça poétique en même temps et léger. Et c'est ce que je lui souhaite, en tout cas, cette légèreté-là. Aujourd'hui, le souvenir que je partage, c'est un souvenir d'une pièce que Jacques a montée avec des lycéens de Guyane. Et notamment, il avait très très à cœur de monter Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, en mettant en avant ces personnes de culture bonnie et leur culture qui ont rarement eu droit de citer. Et les lycéens et étudiants qui apprenaient le théâtre, on faisait des propositions. Et notamment, l'une d'entre elles qui a été montée sur scène, c'était dans la pièce de Shakespeare, la reine Titania, la reine des fées, il y a son lever qui est orchestré et qui est un moment important de la pièce. Et lors de la préparation, les étudiants, Jacques leur a dit, chez nous, c'est pas le réveil qui est important, c'est le coucher. Ah oui, le coucher dans la forêt. Et il leur a laissé la place, et c'est ce qui a été monté. Et le coucher de la reine Titania, c'est tout le rituel. Le rituel, on n'est pas sûr de se réveiller en forêt, et donc le rituel d'endormissement et le rituel de coucher est très très important. Et c'est ce moment magique qui est aussi très très fort dans la pièce que j'ai vu jouer moi à la Villette en 2015, avec notamment aussi en bruit de fond les bruits de la forêt qui avaient été captés. Et donc voilà, c'est aussi ça, donner la voix, donner à connaître une culture, d'une culture et d'une population qui est peu connue, les Bonniers, et je vous laisse chercher. Qui était cet homme pour vous ? Un oncle, drôle, rieur, et les premières blagues racontées à table, les combats, un voisin, un homme délicat,
d'une immense douceur. Le frère de ma mère, il partageait vraiment cette douceur et cette élégance. Un homme d'engagement avec son maritime. Ils ont vraiment fait des combats qu'ils ont gagnés, en gardant autant que possible la distance, mais aussi en gardant la douceur jusque dans la plume. Moi, il m'a fait découvrir Césaire. J'ai vu la pièce 7 ou 8 fois. Elle est dure, elle est exigeante, je la redécouvre à chaque fois. Il l'interprète et il l'incarne, mais de façon phénoménale. Et je trouve que c'est beau de pouvoir l'entendre et qu'elle soit entendue. Parce que c'est nous aussi. C'est nous d'avant, ça ne doit pas être le nous du futur. Il faut qu'on ait cette voix, il faut qu'il y ait cette visibilité, il faut qu'il y ait cette prise de conscience que maintenant notre société, c'est aussi ensemble. Qu'il y a un passé extrêmement dur et que la place doit se faire aujourd'hui. On doit la prendre, on doit la faire pour en mieux vivre ensemble. Moi, Pierre Thomas, qui a travaillé avec Jacques Martial pendant beaucoup de temps, depuis son arrivée à la République de Paris, quel homme qu'il était? Je crois que Jacques Martial était avant tout un homme d'Ubud, dans tous les sens du terme, un homme droit, un homme intègre et à la fois un écorché vif qui qui détestait l'injustice et qui avait fait de sa vie de grand artiste un combat contre toutes les formes d'inégalité, contre toutes les formes de souffrance humaine et d'injustice. Il l'avait fait professionnellement pendant toute cette magnifique carrière. Alors évidemment, il était entré dans le foyer de chaque Français avec son magnifique rôle de bain-marie dans Navarro, mais surtout dans sa carrière professionnelle, il a incarné vraiment le cahier d'un retour au pays natal qu'il a joué et contribué à faire connaître partout dans le monde, dans tous les territoires d'outre-mer, dans plus de 24 pays, jusqu'en novembre dernier dans les favelas de Rio. C'était donc un écorché vif et un grand homme qui avait réussi à faire de ses choix, de ses idées, de ses engagements, de vraies actions. Il avait réussi à engager des actions et à monter des projets pour faire que les hommes se parlent, les hommes se respectent et pour rendre leur dignité à tous. Donc évidemment tout au long de sa carrière, et c'était pas facile pour un acteur noir de percer dans ce monde si compliqué de la culture. Et puis ensuite, avec sa nomination à la Villette, le premier grand homme de culture noir à diriger une grande institution telle que la Villette. Et puis surtout, et j'ai eu le bonheur de l'accompagner dans cette période, de l'inciter à venir mettre ses idées et sa formidable énergie au service des citoyens, au service local dans une ville, et pour contribuer par un engagement public, par un mandat électoral, à mettre l'ensemble de ses projets au service de la cité. Et c'est ce qu'il a réussi si magnifiquement à faire ces 5 dernières années. Et je pense que l'homme Jacques Martial, le grand homme Jacques Martial est ainsi résumé. Un grand homme qui a réussi à mettre en acte ses engagements, et c'est pour cela un modèle pour tous. Un phare, un pilier, une inspiration quotidienne, un sacré bonhomme qui il restera une boussole dans l'action, dans l'inspiration. Vraiment travailler à ses côtés a été une chance unique. Ça a été un cadeau sur la culture, sur la mémoire, sur l'ensemble des combats qui étaient les siens, contre les discriminations, contre le racisme, sur les mémoires au pluriel, sur la réconciliation des Français entre eux et même au-delà. Dans tout ce qu'il portait, il y avait ce sens permanent. Et dans ce pays qui cherche souvent ses repères, qu'on dit fracturés, Jacques
il était ce couseur de liens, enfin ce type qui retissait en permanence voilà, enfin, et on grandit avec lui, enfin, il élève l'âme en fait. Enfin, rarement, j'ai été longtemps collaborateur d'élu, j'ai été élu moi-même, enfin, et on rencontre un homme comme ça une fois dans la vie. Enfin, c'est vraiment, ça a été bien plus qu'une leçon de vie. Enfin, voilà, ouais, on en sort grandi, on en sort élevé. Il y a quelque chose qui a changé en moi grâce à lui. Tu dois être très touché par sa disparition. Je suis énormément touché par sa disparition parce que on avait une relation quotidienne comme un directeur de cabinet avec un adjoint tous les jours, et même à l'hôpital, je l'ai été le voir plusieurs fois, et puis j'étais allé au festival d'Avignon quelques jours, et il m'écrivait là-bas, comment ça se passe, lui qui avait prévu peut-être d'y rejouer l'année prochaine peut-être d'ailleurs, il avait parlé souvent de son projet de monter Othello, ça lui était très à cœur, donc il se projetait encore, et pour nous, et avec Suzy, son assistante, nous on disait qu'en septembre il allait revenir, on s'était accroché à ça, et même s'il y avait cette pudeur face à la maladie, on s'accrochait à l'espoir que on vit avec ça aujourd'hui. On s'est dit tiens Jacques, c'est un mauvais moment pour lui, et puis il va revenir parce que c'est un sacré bonhomme, et puis voilà. Et puis tout s'est dégradé tellement vite, enfin, et voilà, on a cru qu'on le reverrait, et on n'est jamais préparé à la disparition d'un géant comme celui-là, quoi. Enfin, il restera toujours un géant, de toute façon. Audrey, qui était cet homme pour toi? C'était, comme je l'ai dit, c'était mon grand frère guadeloupéen. C'était mon guerrier de Guadeloupe. Et surtout ces derniers mois, on a beaucoup correspondu parce qu'il faisait des allers-retours entre l'hôpital et chez lui, il était souvent en convalescence, pas très visible, etc. Donc on s'est plutôt écrit, et chaque fois je lui disais mais tu es mon guerrier. Il me disait ouais, les guerriers ça ne meurt pas, ça se bat. Et j'ai pu le revoir vraiment tout à la fin, et j'ai eu la chance de pouvoir lui dire au revoir. Il était encore conscient. Il ne pouvait pas parler, mais il était encore conscient, et on a pu échanger quand même. Voilà. Donc pour moi c'était un géant, c'est quelqu'un qui a été très important, et on ne se rend pas forcément compte à quel point, mais quand on l'a vu sur des scènes à l'étranger, comme ça a été mon cas, on voit à quel point sa parole était puissante, et puis quand on se penche un peu sur son parcours, sur tout ce qu'il a fait, sur toute sa vie, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas seulement sa vie, mais sa vie, il y a eu tellement de choses. Il a eu le temps de faire tellement de choses et de rendre tellement de gens heureux. Ça, c'est formidable, mais enfin, quand même, on aurait aimé que ça dure encore un peu. 69 ans, il nous donner encore 30 ou un peu plus de belles années. Et malheureusement, il n'a pas gagné ce dernier combat. Qu'est-ce que vous gardez de lui comme souvenir ? Parce que quand même c'est un combat de reconnaissance pour le monde noir. Oui, mais moi ce que je retiens c'est sa personne, quoi. C'est sa voix, c'est sa gentillesse, c'est ce contraste entre justement la puissance et la force qu'il pouvait avoir, sa voix qui pouvait tonner pour porter les combats, et en même temps cette incroyable gentillesse et bienveillance à l'égard des autres. Et puis encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, la dernière fois qu'on a vraiment été ensemble plusieurs jours, longtemps, à faire plein de choses ensemble, c'était au mois de novembre à Rio. Et ce séjour, je suis heureuse d'avoir pu, parce que ça faisait plusieurs années que je voulais le faire venir dans ce festival. Je suis heureuse que ça ait pu se faire. Et voilà, j'ai juste un regret, c'est qu'on voulait aussi faire un cahier à double voix avec Étienne Minoungou qui est là, qui est dans l'assistance. Étienne Minoungou et lui sur la scène de ce festival, et ça on n'aura pas eu le temps de le faire. Et puis on avait plein de choses à faire encore à Paris. On voulait faire ce Paris-Plage caribéo-brésilien. On n'aura pas eu le temps d'aller au bout de ça, mais il a fait énormément de choses. C'est un homme qui va manquer à Paris. C'est un homme qui va manquer au monde, c'est un homme qui va manquer au monde entier. Mais bon, il rejoint Aimé, donc voilà, il rejoint Aimé Césaire et beaucoup d'autres, et Marie Scondé et beaucoup d'autres avant lui. Et je pense qu'il sera en bonne compagnie. C'est quelqu'un qui était très humble. Il souffrait en silence, il disait jamais rien, il ne se plaignait jamais. Mais quand il ouvrait la bouche, c'était significatif. C'est un
une belle personne. J'ai beaucoup d'émotions d'ailleurs, j'ai appris ça grâce à madame qui est sur Facebook, qui m'a envoyé un petit mot pour me dire que Jacques est décédé et jamais je pouvais penser ça. D'autant qu'il était toujours présent au salon de la gastronomie des Outre-mer, lors de la conférence de presse, il participait. Vraiment, on a perdu un être cher, on a perdu quelqu'un de valeur. La Guadeloupe n'a pas beaucoup d'enfants de cette trempe, si on peut parler comme ça. Mais Jacques a fait beaucoup parler de lui, surtout quand il était au système compris. Il était là-bas et j'ai un souvenir très profond de lui quand il m'avait appelé pour me dire un jour, écoute Babette, il faut que tu me donnes un coup de main parce qu'on veut m'évincer de cet endroit. Et j'avais fait le déplacement pour aller voir, je ne dirai pas qui, la personne se reconnaîtra pour lui dire de laisser une chance à Jacques parce qu'il nous représente bien au niveau de la culture. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, on a une grosse perte aujourd'hui. Alors c'est toi le dernier qui a fait tourner Jacques sur le série Witch. Oui. Comment vous êtes aujourd'hui après ce décès? Moi je suis immensément triste parce que j'avais une relation relativement proche avec Jacques. C'est quelqu'un que j'avais envie de faire tourner depuis longtemps parce qu'il avait vu mon 3e long métrage Secret de famille en 2019. Et les mots de Jacques sur son film, qui résonnent encore sur les réseaux sociaux, m'avaient montré sa sensibilité et qu'il appréciait mon cinéma. Donc du coup, je lui ai proposé de venir jouer dans Wish, un des rôles principaux de la série, avec Firmin Richard et puis Laurence Joseph, dans vraiment un des rôles de la famille même principale de la série. Et on avait eu de nombreux échanges, il le dit beaucoup d'ailleurs sur ses interviews, qu'on a vraiment façonné ce personnage énigmatique qui revenait 40 ans après, tel un spectre dans la vie de cette famille. Et on détaillait tout, ses vêtements, sa démarche. Jacques était quelqu'un de très précis, de très professionnel, c'était un immense acteur. Et il le dit lui-même que pour lui, effectivement, son rôle dans Secret de famille était probablement le rôle de sa vie. Parce que effectivement, depuis 50 ans, dans le cinéma entier qu'on fait, on n'a pas forcément des rôles d'une complexité énorme pour nos représentants. Et effectivement, Jacques a eu l'occasion dans Wish de montrer toute l'étendue de son talent d'acteur de cinéma, et la prestation qu'il a faite dans la série Wish est unanimement considérée par tous comme exceptionnelle. Et on est à la fois très triste qu'il ne puisse pas continuer ce rôle-là, mais on est très heureux d'avoir eu la chance d'avoir un tel acteur à nos côtés. Il a aussi pu, pendant le tournage de Wish, parce qu'il y a plus de 122 artistes dans la série, des jeunes acteurs, c'est une série vraiment marquée sous le sceau de l'intergénérationnel aux Antilles, et il a pu aussi effectivement montrer l'exemple, et je suis très content pour ça, parce que toute la génération des acteurs et même des réalisateurs qui continuent sans lui, parce que Jacques était aussi metteur en scène, va pouvoir au moins avoir eu la chance de le côtoyer et de pouvoir essayer de continuer ce relais de notre cinéma et de notre représentativité dans la France hexagonale. Quand je l'ai rencontré, ce qui m'a profondément touché, c'est sa tranquillité, sa gentillesse. Et comme on dit très souvent aux Antilles, on nous dit qu'il faut toujours être debout. C'est un homme debout. Mais pour être debout, il faut regarder loin, être sûr de soi et être dans le don. Et je pense que ce qui le caractérise, c'est effectivement cette capacité à faire don. Et moi, je reste persuadé que si notre passage sur cette terre doit servir à quelque chose, c'est le lien qu'on instaure avec les autres. Et quand c'est un lien d'amour, de don, en fait, je pense qu'on a réussi, en fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il faut juste être heureux qu'il ait fait ce qu'il a à faire, qu'il a fait, et surtout qu'il sera toujours là avec nous. Comment continuer ce combat de Jacques? Cette lutte de reconnaissance. C'est un guerrier, Jacques. Mais moi, je dis encore une fois, c'est être debout et choisir le chemin de la gentillesse, de la bonté, de l'amour. Voilà. Qu'est-ce que tu gardes de Jacques Martial, ton souvenir? Alors d'abord une immense reconnaissance parce que, comme beaucoup de Français, je l'ai connu via son métier de comédien, puis après on a travaillé à la ville de Paris, et puis
J'étais à son cabinet. Et comme j'ai dit sur les réseaux, lui et moi étions le cabinet noir de Anne Hidalgo. On a beaucoup travaillé, on avait encore beaucoup de travail à faire pour l'outre-mer à Paris, beaucoup de choses en cours. Donc moi je suis très frustré d'avoir loupé beaucoup de choses entre les JO, le Tour des Yoles et le bain dans la Seine. Mais c'était un travail de titan. Donc on a encore beaucoup de choses à faire, parce que le travail n'est pas terminé. Maintenant, pour se souvenir de lui, le meilleur moyen c'est la mémoire, la transmission, pour que les générations futures n'oublient pas simplement un visage vu à la télé, au cinéma ou sur les planches, mais aussi de ce qu'il nous a apporté. Pour reprendre la formule d'Aimé Césaire, c'est un nègre fondamental, comme on dit chez nous en potomitan, un pilier très très important. Lui qui est un pilier, ce qu'on apprend beaucoup au rugby, ce que son frère Jean-Michel maîtrisait bien, ça c'est très très important, d'être central pour qu'on puisse s'appuyer sur nous, la mémoire, le souvenir, l'histoire, puis la fierté d'être martiniquais et guadeloupéen. Voilà. Vous avez tenu à être là aujourd'hui? Absolument, c'était un devoir d'être là, de lui dire au revoir. Parce que j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, c'est la dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'hôpital. Puis j'ai pas pu aller le voir, moi. J'y suis récemment. Donc il est beaucoup venu me voir, mais ça, il a été très présent, mais c'était frustrant de ne pas le voir, de ne pas avoir rattrapé ces longs mois d'absence et de silence. Mais c'est pas grave, il faut faire avec. Je vais vous dire que c'est pas un dernier adieu, c'est juste un voyage. Jacques est passé de l'autre côté de notre monde, que peut-être que nous tous, nous allons peut-être bientôt un jour connaître. Un peu difficilement. Bon, vous connaissez notre pudeur. Entre nous, on disait que Jacques est malade, mais on ne s'inquiétait pas autrement. Avec beaucoup, comme Jacques, c'est un homme très discret et réservé, nos demandes étaient aussi discrètes et réservées. Et puis les choses se sont accélérées, sa santé s'est dégradée. Bon, tout de suite, mes amis, Firmine, Luc Saint-Éloi, Astrid, nous ont dit attention. Et surtout sa filleule. La fille de Jean Soulou, que je n'oublie pas, nous a averti que ça va mal. Et donc, on ne peut pas dire qu'on accepte le départ d'un ami, de quelqu'un de proche et discret et si agréable. C'est toujours très lourd. On fait avec. Mais c'est effectivement très difficile. Ça nous pose question de notre temps de passage. Et moi, je retiens que Jacques, c'était quelqu'un de bon. C'est très rare dans ce système où les hommes et les femmes se broient, de rencontrer quelqu'un de bon, il faut le dire, et de beau. Beau à l'intérieur et beau à l'extérieur. C'était ça, Jacques Martial. Vous avez travaillé avec lui, vous avez aussi fait des combats avec lui. Quel homme il était? Qu'est-ce que vous gardez de lui? En fait, moi, c'est la discrétion que je retiens de Jacques. Lorsque j'étais secrétaire général du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, et lui-même président du MACT, nous avions une relation professionnelle très profonde, mais tout ça se fait dans la discrétion. Nous avions aussi des moments de joie parce que j'ai eu ce bonheur de le rencontrer par l'intermédiaire de mon ami aux Anges qui nous invitait chez lui. Et en fait, aller chez Jacques, c'était quelque chose de particulier, de rare et de précieux, et je le retenais comme un privilège. Donc je gardais comme il est, cet homme discret. Le travail avec lui est encore dans la discrétion, car lorsque nous avons fait la campagne de François Hollande, Jacques était là, mais discret. Et c'est un homme d'engagement. On peu le savait, mais c'est un homme très engagé, investi dans les causes pour la défense des minorités, des hommes et des femmes noirs, parce que c'est un mot qu'il emploie et que moi j'emploie aussi, des femmes et des hommes de chez nous qui ont du mal à s'imposer. Et lui, il entendait cela à sa manière, à sa façon, dans sa discrétion, il œuvrait pour. Et donc si nous avons, je dirais, un message, quelque chose à retenir de lui, c'est continuer ce combat pour que nous soyons, nous, ici, prendre notre place, toute notre place, et pas que nous soyons des petites miettes et une récompense comme ci, comme ça, que nous prenons notre place. C'était ça son combat. Il a fait dans la discrétion, mais il le faisait. Alors, je ne savais pas qu'il était malade, donc j'étais surpris. Parce que je l'entends toujours avec sa voix vivante et vibrante, et donc j'ai appris subitement qu'il n'était plus parmi nous, et ça m'a fait réfléchir à faire le point de temps en temps. Ça sert pour lui-même, pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes, pour le pays, pour notre rôle ici en France. Vraiment, ça m'a questionné.
D'accord. Vous avez été touché par cette disparition? Oui, tout à fait, vraiment, parce que c'était pas une chose qui était inscrite. La mort de nul compte n'est jamais inscrite, mais je le croyais vivant, en bonne santé et fort, et que ses interprétations magistrales pouvaient être encore rejouées, et sa voix qui a campé tant de grands personnages, tant de héros, pouvait encore être entendue, parce que c'est ça aussi Jacques Martial, c'est une voix qui ramenait, qui nous rappelle à l'humanité, notre humanité, qu'il fasse la voix de Macy Windu, qu'il fasse James Bond, qu'il fasse le Cahier, qu'il fasse Denzel Washington dans Malcolm X. C'est toujours des problématiques qui interpellent l'humanité. Notre humanité d'abord et l'humanité en général. Et ça c'est beau. Il faut sortir du ghetto, c'est-à-dire être soi et parler à l'universel. Et vraiment, c'est ce que j'ai toujours entendu dans le verbe fort de Jacques Martial. Voilà, c'est un moment triste, un moment de douleur. Comment tu as vécu ce moment, ce drame? D'abord, la cérémonie, je trouve ça extrêmement touchant. Ça m'a marqué au cœur. Et j'avoue que mes larmes ont coulé parce que c'est tellement injuste. Et j'ai l'impression d'être mort un peu avec Jacques, là. Et Jacques, c'est une perte. On a tendance à dire les choses comme ça quand on est devant la perte d'un ami cher. Mais c'est vrai, l'image est un peu courue, mais c'est vraiment un baobab qui est tombé, quoi. Et Jacques Martial, comme son frère Jean-Michel, étaient des amis très chers, des gens vrais qui donnaient du sens à leur existence et notamment qui se battaient. Et Jacques en a fait presque une antienne pour rendre visibles ceux qui sont invisibles. Et en l'occurrence, son combat a beaucoup porté. On peut dire que sa vie était courte, il n'a pas eu 70 ans, mais elle était lourde, pleine, constructive, et il va laisser des traces indélébiles. Jacques Martial, c'était un grand monsieur. Quel homme qui vous représentait pour toi? Pour moi, Jacques était évidemment l'interprète indépassable du Cahier de retour au pays natal. Il avait ça à la bouche en permanence. Il l'incarnait, il le souffrait, il le divulguait. Je me rappellerai toujours de cette prestation extraordinaire le 10 mai quand Chirac a décidé que cette date allait être une date officielle de l'abolition de l'esclavage et l'ensemble du jardin du Luxembourg était rempli de cette voix forte, de cette conviction qu'avait Jacques. Mais voilà, Jacques c'était quelqu'un de vrai et il y a quelque chose de très juste qui a été dit pendant la cérémonie, c'est qu'il aimait la beauté, la bonté. Jacques était un mec vraiment bon, voilà, la bonté, la bienveillance. Mais voilà, c'est l'image qui va rester, bon, cette stature de géant et cette douceur en même temps, quoi. C'est un moment triste, c'est un moment de douleur. On t'a vu un peu très touché, très affecté par cette disparition. Oui, je suis touchée parce que c'est une personne de grand combat et de grande bonté qui s'en va. C'est quelqu'un qui a contribué au rayonnement de la culture antillaise qui s'en va et je pleure de tristesse aujourd'hui, mais en même temps je me dis qu'il a laissé une énergie qu'on va continuer d'utiliser pour aller plus loin, pour faire entendre les textes, pour que les acteurs soient vus, pour que la culture des Antilles continue d'exister. Et j'ai beaucoup de peine aussi pour sa famille, ses sœurs, parce que quelques années auparavant, son frère déjà est parti. Donc je voulais venir lui rendre hommage à ma façon, en étant présente. C'est une grande disparition. Oui, c'est une grande disparition. Chaque disparition est grande et celle-ci est d'autant plus grande qu'il a vraiment amené d'autres personnes dans son sillon, qu'il a œuvré énormément pour lui, mais aussi pour les autres. Et comme ça a été dit plusieurs fois, et ça c'est quelque chose que je garde, il a mis le focus sur la beauté intérieure de chacun, et ça c'est important. Et lui aussi avait une très grande beauté intérieure, et c'est pour ça qu'on est tous là pour lui dire adieu. Vous étiez un compagnon de combat aussi avec Jacques Martial. Jacques Martial est parti. À quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Mais forcément un sentiment de tristesse parce que Jacques était avant tout un ami. Nous nous connaissions depuis une 50aine d'années
Et ensuite, ce fut un compagnon de lutte. À une époque où les comédiens et les metteurs en scène cherchaient des salles à Paris, on se retrouvait à faire le tour, à faire comment dirais-je, les 100 pas à la mairie de Paris pour demander des salles. Et ensuite, il y a eu sa nomination à la Villette, qui nous a énormément fait plaisir. Et puis, il y a eu tous les combats qui sont les combats que porte le Cifordome autour de la lutte contre les discriminations, la xénophobie, l'antisémitisme, les discriminations qui étaient aussi des combats de Jacques. Et puis, je veux aussi faire remarquer que c'était quelqu'un qui avait compris l'importance de l'histoire de l'esclavage et l'importance de la mémoire. Donc c'est réellement quelqu'un qui a suivi tous les combats du Cifordome. Et je vais terminer par le soutien qu'il a apporté au prix littéraire Fête Calmaïs Condé que nous avons créé en 2001 au moment du vote de la loi Taubira. Et je peux vous dire qu'on pensera à lui au mois de novembre prochain, puisque ces dernières années, il se faisait vraiment plaisir et une obligation d'être présent au Café de Flore à la proclamation des résultats. Donc il va nous manquer et il est certain que nous lui rendrons un hommage au mois de novembre à venir. Voilà, ce soir, aujourd'hui, dans ce moment de tristesse, dans ce moment d'accompagnement aussi, d'accompagnement de l'âme de Jacques, en quel état d'esprit êtes-vous? Écoutez, je suis heureuse d'avoir été là, au moins pour lui dire au revoir. Parce que souvent je vis maintenant en Afrique, parce que ce fut un grand compagnon, un grand combattant de la lutte pour les Noirs de France, pour notre représentation, pour notre respect. Et je voulais qu'on mette cet aspect en exergue, parce que souvent on étouffe, on fait comme si Jacques était né il y a 15 ans. Mais non, Jacques était là depuis à militer, à se battre contre le racisme, contre l'exclusion des Noirs, à marcher de par les rues, à revendiquer. Il est dans la lignée des grands combattants noirs dans le monde. Il n'appartient pas à la mairie, il appartient au peuple africain, au peuple afro-caribéen qui a souffert, qui s'est battu. Il appartient à la lignée de Césaire. D'ailleurs, faire Césaire était un aboutissement et non un commencement de sa lutte. D'accord? Il appartient au même état d'esprit que les Sankara, les Mandela, tous les grands hommes qui se sont battus pour la liberté du peuple noir. Que gardez-vous de cet homme? Beaucoup de beauté, de grandement aussi, parce qu'il avait un rapport fraternel à moi, par exemple. Il me dit, Calixte, tu sais, mais toi, ne mets pas des bijoux en argent, hein, ça, tout ce qui est argent ne va pas, la couleur ne va pas aux femmes noires, tu vas mettre de l'or. Ah ben non, mais ton parfum là ne sent pas bon, et il va s'amener avec plein de parfums différents. J'en ai encore chez moi, des tonnes de Chanel donnés par Jacques. On a vu, on a entendu aujourd'hui des témoignages poignants, des témoignages touchants pour cet homme. Vous, en vous, ça vous a touché aussi? Oui, en plus, nous, on lui a rendu hommage dimanche dernier déjà. Hein, le collectif Égalité est venu au funérarium avec des chants, des poèmes, des artistes de partout qui ont chanté. Il y a eu un roulement de tambour des percussionnistes, plus de 60 qui ont quitté Ménilmontant jusqu'à la Villette. Ce fut un grand événement, j'imagine que vous avez des images. Nous l'avions organisé ça, et ça c'est pas rien. Ça a été vraiment un enterrement d'un grand esprit afro-caribéen. Ça fait du bruit dans ce cas-là. Ça ne meurt pas en silence. Ça part dans le boucan de la terre. Ça part dans le boucan du monde. Ça part dans le boucan de ce peuple qui a donné la vie au monde. Voilà. Hexagone, actualité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.